Cowboys and Aliens. Une romance de science-fiction extraterrestre. Un récit dans l'univers de la colonie. Écrit par Demelza Carlton. Très bien tout le monde, vous connaissez la chanson. A3. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. La voix de Rana fut rapidement noyée par le reste du bureau, qui reprit la chanson. Elle ne l'avouerait jamais à personne, mais c'était pour cela qu'elle organisait des petits déjeuners d'anniversaire au bureau. Pas pour le gâteau, pas pour les sourires, bien que les deux fussent merveilleux, mais pour la chanson partagée, l'air vibrant dans une douzaine de gorges ou plus en harmonie et en joie. Pour un élémental de l'air comme elle, c'était ce qui se rapprochait le plus du bonheur ces jours-ci. Si ce gâteau était aussi bon qu'il en avait l'air, ce serait définitivement son meilleur anniversaire jusqu'à présent. Maintenant coupe le gâteau et fais un vœu, dit quelqu'un. Rana prit le couteau avec précaution. Il était assez grand pour couper le gâteau entier en deux, et le pâtissier de Sweet Teas s'était donné tant de mal avec les tourbillons aériens de crème et de glaçage, et toucha le haut du gâteau avec la lame. Fais un vœu. Fais un vœu. Tout le monde semblait reprendre le chant. La lame glissa à travers le gâteau, comme s'il n'était guère plus que de l'air. Elle souhaita pouvoir créer un lien avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui elle pourrait passer du temps. Ce n'avait pas besoin d'être un autre élémental de l'air. Les étoiles savaient que la plupart des siens avaient péri lorsque leur vaisseau colonial, le Titanic, avait été détruit au début de la guerre, expulsé avec l'air du vaisseau, pour mourir lentement par manque d'air et d'énergie dans le vide de l'espace. Non, juste quelqu'un dont elle appréciait la compagnie, qui aimait passer du temps avec elle. Quelqu'un qui tenait assez à elle pour se souvenir de son anniversaire, et peut-être partager son dîner d'anniversaire ce soir, au lieu de rentrer seule pour tomber dans son lit, épuisée. Pas qu'elle ait le temps de rencontrer qui que ce soit, encore moins de sortir dîner ces derniers temps. Surtout quand son patron la gardait si occupée, qu'elle pouvait à peine reprendre son souffle la plupart du temps. Rana. Par les étoiles. La réunion d'Ira avec Paris était-elle déjà terminée? D'habitude, ces réunions avec le personnel de conseil duraient plus longtemps. Les problèmes de santé mentale dans la colonie n'allaient pas simplement disparaître, pas après avoir tant perdu, à la fois en quittant leur foyer, et puis pendant la guerre ici. C'est pourquoi il était si important de célébrer ce qu'ils pouvaient. Les anniversaires, les commémorations, toutes les petites victoires qui proclamaient à l'univers qu'ils étaient toujours là, toujours en train de se battre pour vivre et être heureux. Rana passa le couteau à gâteau à l'un des détectives, s'excusa et se dirigea vers Ira. « Oui, monsieur ?» demanda-t-elle, forçant un sourire sur son visage. Il agita la main. « Tout ceci est-il vraiment nécessaire ?» Le visage habituellement serein de Paris s'assombrit d'un froncement de sourcils. Le cœur de Rana alla vers elle, tandis qu'elle rassemblait tout son courage en son fort intérieur pour se renforcer. Il était peut-être un puissant titan, mais elle n'avait pas peur de lui. « Oui, monsieur, c'est certainement nécessaire. C'est une célébration d'une autre année de vie, dont aucun d'entre nous n'était certaine, avant les pourparlers de paix. Chaque victoire devrait être célébrée, aussi petite soit-elle. C'est aussi un geste d'appréciation, de remerciement pour leur travail acharné, car même dans la paix relative ici dans la colonie, ça n'a pas été facile. Surtout avec une force mixte, quand les humains étaient en guerre contre les titans il y a peu de temps, et maintenant nous travaillons ensemble, partageons un repas ensemble, célébrons ensemble. Nous construisons une camaraderie et une famille, pour des gens qui ont besoin de savoir qui les couvre quand ils sont en patrouille. La restauration est fournie par des entreprises locales, que nous aidons à soutenir, en utilisant des aliments produits ici même dans la colonie, créant de la bonne volonté pour la garde dans la communauté. Donc oui, c'est aussi essentiel que la nourriture, l'air ou l'eau. Au moins Paris souriait à nouveau, bien que le froncement de sourcils d'Ira se soit approfondi. J'ai des clients à voir, donc je ferais mieux de retourner à mes salles de consultation. À dans un mois, Ira, si je ne vous vois pas avant, dit Paris avec un signe de la main en quittant le bureau. Donc vous pensez que nous avons besoin d'un repas pour vraiment nous rassembler? Demanda Ira. Rana connaissait ce ton.
Il cherchait une dispute pour pouvoir évacuer ses frustrations, et il s'attendait à ce qu'elle s'asseye et écoute, hochant occasionnellement la tête, jusqu'à ce qu'il ait fini. Eh bien, pas aujourd'hui. Aujourd'hui était son anniversaire, son tout premier anniversaire avec un gâteau et des bougies, et même Ira ne pouvait pas lui enlever ça. Oui, je le pense. Je veux dire, pendant la guerre et quand nous voyagions, nous mangions tous ensemble dans des réfectoires. Ici dans la colonie, nous avons à nouveau notre intimité, avec nos propres maisons, mais il y a aussi le danger de la solitude. Je veux dire, s'asseoir seul dans son appartement avec une barre de rations, en pensant à tout ce qu'on a perdu, c'est l'une des raisons pour lesquelles Paris et les autres conseillers ont été si occupés. C'est pourquoi il y a eu une telle précipitation pour ouvrir des restaurants, et l'agriculture, pour que nous puissions à nouveau manger de la vraie nourriture, et que cela signifie beaucoup plus que simplement avaler une barre de ration, pour se sustenter un jour de plus. Il s'agit d'arômes et de saveurs, et de textures, et de conversation et de compagnie et d'unité. C'est une célébration de qui nous sommes, et de ce que nous ne voulons pas perdre. Ira souffla, visiblement dégonflée. Bien. Alors j'ai besoin que vous planifiez exactement ce genre de célébration, pour le premier anniversaire de la colonie. Paris dit que nous devons le célébrer, et je n'ai aucune idée par où commencer. Vous êtes parfaite. Préparez un contrat pour vous-même, en tant que coordinatrice d'événements, avec le double de votre salaire à partir de maintenant jusqu'au jour de l'anniversaire. Non, jusqu'à la semaine suivante, pour que vous puissiez prendre cette semaine de congé. Utilisez toutes les ressources nécessaires, dans la limite du raisonnable. Et donnez-moi un plan complet de vos projets, pour l'événement d'ici la fin de la semaine. Ira tourna les talons et se dirigea vers son bureau, fermant la porte avant même que Rana puisse ouvrir la bouche. Planifier un événement à l'échelle de la colonie pour des milliers de personnes en une semaine. L'anniversaire était dans moins d'un mois. Elle ne savait même pas par où commencer, c'est ton anniversaire. N'oublie pas de manger du gâteau, dit le détective Minali, en poussant une assiette dans les mains de Rana. Rana commença à porter des cuillerées de gâteau à sa bouche, le goûtant à peine. Pourquoi n'avait-elle pas pu garder sa bouche fermée, et simplement écouter son patron râler? Maintenant, elle avait encore plus de travail à faire. Rana jeta le gâteau à moitié mangé dans la poubelle, son appétit envolé. Ce devait être le pire anniversaire de tous les temps. Quelle que soit la gravité des nouvelles, elle ne pourrait pas être pire que son pire jour, se disait Byron. Rien ne pourrait être aussi terrible que de trouver ses parents, après qu'ils se soient tous deux donné la mort, avec la vie de saisie de la ferme éclaboussée de sang sur la table entre eux. Trop d'années de sécheresse les avaient détruits, jusqu'à ce qu'ils voient la mort comme la seule issue. Le laissant seul et sans rien. Peu importe la gravité de la situation, il avait toujours sa nouvelle ferme dans la colonie. Ce n'était pas comme s'il lui restait quelqu'un d'autre à perdre. Il n'aurait donc qu'à reconstituer le troupeau avec le nombre de vaches qui lui restait, en espérant qu'ils aient éradiqué la maladie. Il avait été si prudent, et maintenant il le serait doublement, juste au cas où. Byron jeta un nouveau coup d'œil à sa tablette. Oui, le message était toujours là. Il devait rencontrer l'ingénieur biologiste à la porte de la ferme 3, au niveau inférieur du dôme de l'arène, dans moins d'une heure, pour discuter de la levée de la quarantaine. Si tout se passait bien, comme il savait que cela devait être le cas, il nourrirait les vaches avant la fin de la journée. Les étoiles savaient qu'il avait déjà eu assez de malchance. Sûrement l'univers ne pouvait pas lui en donner davantage. L'aérocar était vide, à l'exception de lui. Pas d'événement dans le stade de l'arène aujourd'hui, alors, supposa-t-il, sinon l'aérocar et la plateforme auraient été bondés de gens. Il se souvenait vaguement avoir vu de la publicité pour une bataille entre des hommes et un dragon, qui devait avoir lieu dans le stade, lorsqu'il était coincé dans cette boîte d'appartements temporaire, pendant que sa propre maison de ranch était en quarantaine, mais il n'y avait pas prêté attention. Ce n'était pas comme s'il avait l'intention de regarder une pauvre créature se faire massacrer pour le sport. Non, les agriculteurs avaient tendance à prendre la mort au sérieux. Certes, ils abattaient leurs animaux pour la viande, ou les envoyaient au marché, sachant que c'était leur destin, mais c'était pour la nourriture.
La survie. S'assurer que les besoins les plus fondamentaux des gens étaient satisfaits. Et pendant qu'ils étaient sous sa garde, veiller à la santé et au bien-être de son cheptel. C'est pourquoi il était déjà dans le dôme de la reine, presque 1 heure en avance. Il voulait voir son troupeau. Le quai de la station était tout aussi vide que l'aérocar, lorsque Byron se dirigea vers la rampe menant au niveau inférieur. Il s'attendait à ce que les tunnels soient vides, comme ils l'étaient habituellement, car il n'y avait que des fermes et des appartements d'agriculteurs là-bas, mais des caisses étaient empilées le long du mur, tout le long du bas de la rampe, jusqu'à la porte de la ferme 3. L'entrée elle-même était bloquée par plusieurs personnes, toutes vêtues des combinaisons vertes révélatrices, qui les identifiaient comme des ingénieurs biologistes. Byron avait rarement vu autant d'entre eux au même endroit, en dehors du dôme d'Éden, où se trouvaient les laboratoires de bio-ingénierie. Une silhouette, légèrement plus petite que les autres, fit un geste dédaigneux, et les autres se dirigèrent dans sa direction. Lorsqu'ils l'atteignirent, ils ne s'arrêtèrent pas, ils firent simplement une pause pour échanger des signes de tête en guise de reconnaissance avant de poursuivre leur chemin. De retour à Éden, très probablement, où selon la rumeur, ils avaient tous des appartements surplombant les biomes naturels. Les meilleures vues de la colonie, à ce qu'on lui avait dit. La petite silhouette vêtue de vert se tourna vers lui. « Vous êtes en avance, monsieur Kidd. » Byron haussa les épaules. « Pouvez-vous m'en blâmer? Je n'aime pas vivre dans une boîte. J'ai hâte de rentrer chez moi. » Elle plissa le nez. « Eh bien, vous serez heureux d'apprendre que mon équipe a effectué une décontamination complète de toute la ferme, jusqu'au sol. Il ne reste plus aucune trace de la maladie. Avez-vous pu l'identifier? » La dernière chose que Byron voulait, c'était qu'une nouvelle maladie alien tue son bétail. Il en avait eu assez de combattre des aliens, pendant la guerre contre les Titans. Oui. C'est une encéphalopathie spongiforme transmissible, qui correspond à celle trouvée sur Terre. Nous avons testé tous les animaux de votre troupeau, ainsi que les embryons encore en laboratoire. Ils se sont tous révélés positifs, j'en ai peur, et nous avons dû les détruire, dit-elle. Byron cligna des yeux. Je suis désolé, vous ou quoi? Nous les avons détruits, monsieur Kidd. Il semble que toute cette récolte d'embryons ait été infectée, bien avant de quitter la Terre. Nous soupçonnons qu'une erreur a dû être commise par les laboratoires terrestres, d'où provenaient les embryons. Au lieu d'envoyer des embryons sains, adaptés au stock de reproduction de la colonie, ils nous ont envoyé des embryons destinés à un laboratoire qui étudiait la maladie, probablement prélevés sur des vaches enceintes infectées euthanasiées. Jusqu'à présent, nous n'avons testé qu'un seul lot, qui a été utilisé pour produire tout votre cheptel, et il reste à voir si les autres lots d'embryons sont également infectés. S'ils le sont, nous devrons envisager d'autres types de bétail pour la ferme 3. Nous avons des moutons, des kangourous, des émeus et des chameaux. Avez-vous une préférence? Des kangourous et des chameaux? Était-elle sérieuse? Byron essaya de garder une voix égale. Écoutez, madame, quel que soit votre nom. Lilith fournit-elle. Docteur Lilith Zielinski. Bien sûr qu'elle était une sorte de docteur. Tous les ingénieurs biologistes avaient des doctorats. D'accord, docteur Lilith, reprit-il. Je me suis inscrit à la colonie, parce que j'ai de l'expérience dans la gestion d'une station d'élevage bovine isolée. Cela signifie des vaches. Je ne saurais rien de l'élevage de ces autres choses. Je ne connais certainement rien à une éponge transmissible, quoi que ce soit. Mais je suis bonne avec les vaches. Et les bananes apparemment, dit-elle en désignant les caisses. Le gars qui les a déposées a insisté sur le fait que vous seul pouviez les faire mûrir correctement, alors il les a laissées ici pour que vous vous en occupiez. Byron leva les mains. D'accord, je suis bonne avec les vaches et les bananes. Mais pas grand-chose d'autre. Alors pour un pauvre agriculteur qui n'a pas votre formation académique, dites-moi franchement, Doc. Combien de vaches reste-t-il dans mon troupeau? Elle fronça les sourcils. Je viens de vous le dire, nous avons dû toutes les détruire. Les zoonoses comme celle-ci sont hautement contagieuses au sein de l'espèce hôte, et sont également transmissibles aux humains. Nous ne pouvions prendre aucun risque.
Plus de vaches. Ils avaient pris tout le troupeau, et ne lui avaient rien laissé. C'était suffisant pour faire pleurer un homme adulte. En fait, Byron sentit son œil gauche picoter. Presque comme si. Non. Byron n'avait pas eu l'intention de prononcer ce mot à voix haute, mais il ne voulait pas avoir l'air d'un idiot fou devant l'ingénieur biologiste, alors il continua. Non, nous ne pouvons prendre aucun risque. Je ne voudrais pas en perdre davantage, à cause de cette horrible maladie. Quand saurez-vous si les autres embryons sont sûrs à développer? Lilith haussa les épaules. Quand mon équipe aura fini de les tester, et ça pourrait prendre 1 semaine ou 6. Je ne sais pas. Nous vous tiendrons au courant, dès que nous le saurons. En attendant, je peux vous dire qu'il est sûr pour vous de réintégrer votre logement, et pour ces bananes aussi. Elle regarda avidement les caisses. Y a-t-il une chance que vous puissiez me faire savoir, quand elles seront prêtes à être mises sur le marché? Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai mangé des bananes fraîches. Byron voulait lui dire où elle pouvait se mettre sa banane, mais il ne le fit pas. La maladie n'était pas sa faute. Elle n'avait été que la messagère qui avait dû délivrer les mauvaises nouvelles. Avec un peu de chance, cela signifiait aussi qu'elle lui apporterait de bonnes nouvelles, quand elle aurait du bétail sain pour lui. Même s'il s'agissait de chameaux ou de kangourous. Bien sûr, dit-il à la place en croisant les doigts pour que ce ne soit pas des chameaux. Très vite, Rana se surprit à maudire Ira à Paris, et ses propres critères stricts pour la célébration du premier anniversaire de la colonie. Lorsque l'heure de sa réunion avec Ira arriva, elle était presque prête à maudire la colonie pour qu'elle n'atteigne jamais son premier anniversaire, et encore moins un autre. Mais ce ne serait pas juste. Cette année avait été la plus paisible dont elle se souvenait depuis longtemps. Elle n'avait pas craint pour sa vie, un seul jour dans la colonie. Et cela valait la peine d'être célébré. Alors quand elle entra dans le bureau d'Ira, elle ne le laissa pas dire un mot avant de se lancer dans l'exposition de ses plans. Je veux lier notre célébration à la Terre, donc j'ai d'abord examiné les fêtes qu'il célébrait dans le passé. Des choses qui étaient partagées par plus d'une culture, qui pourraient encore être pertinentes, à des années-lumière de distance, des siècles dans le futur, commença-t-elle. Une seule célébration cochait toutes les cases de ma liste, une ancienne fête nord-américaine qu'ils appelaient Thanksgiving. Elle avait ses propres racines historiques dans les fêtes des moissons, remerciant diverses divinités pour une récolte réussie, mais elle concerne aussi une nouvelle colonie, luttant pour démarrer, où les premiers habitants et les nouveaux colons partageaient un repas, malgré leurs disputes sur les terres. Ou du moins, c'est ainsi que ça a commencé. Au fil des siècles, elle s'est transformée en une fête sur la famille, la communauté, et le partage d'un repas, généralement composé de plusieurs aliments spécifiques, qui ont changé avec le temps. Et être reconnaissant pour les choses et les gens. Rana prit une profonde inspiration. C'est pourquoi je pense que nous devrions appeler cela Thanksgiving. Une célébration de tous travaillant ensemble pour construire un monde meilleur que ceux que nous avons laissés derrière nous, comme le disait la publicité pour la colonie. Un grand événement public avec de la nourriture et de la musique, dans certaines des grandes places de Metropolis City, où tout le monde est invité. Le visage d'Ira s'illumina d'un rare sourire sincère. Rana, tu es vraiment une perle rare. Quel que soit ton salaire actuel, tu devrais le doubler. Elle l'avait déjà fait au début de la semaine, sur ses ordres, mais elle n'allait pas se plaindre de le refaire. Je m'occuperai de la paperasse, et je la déposerai sur votre bureau pour signature lundi matin. Ira acquiesça. Alors, quel genre de nourriture est traditionnel pour un dîner de Thanksgiving? Par les étoiles, elle avait vu tellement de choses différentes, selon la date et le pays, qui dépendaient plus de ce qui était disponible à l'époque, car c'est ainsi que fonctionnaient les festins de récolte. Je vais faire une liste, puis la croiser avec ce dont nous disposons actuellement, ou ce que nous pouvons créer ici dans la colonie, puis la vérifier par rapport aux exigences alimentaires des gens ici, pour nous assurer d'avoir quelque chose pour tout le monde. Ira se leva, et se frotta les mains. Cela commence à avoir l'air de mieux en mieux. Je suis sûre que tu as beaucoup de travail à faire. Ne me laisse pas te retenir. Il la raccompagna hors de son bureau, et ferma la porte.
Rana cligna des yeux. Ça devait être la réunion la plus rapide qu'elle ait jamais eue avec Ira. Elle s'attendait à passer des heures dans son bureau, à se battre pour chaque détail de son plan. Il avait tout approuvé, et en plus, terminé la réunion avant 17 heures un vendredi. Elle pourrait peut-être même rentrer chez elle à l'heure, comme une personne normale. Non, pas peut-être. Elle le ferait. Le menu du dîner pouvait attendre jusqu'à lundi, tout comme la paperasse pour son augmentation de salaire, si Ira l'approuvait. Avant que Rana ne puisse remettre en question sa décision, elle quitta les bureaux de la garde, et se dirigea vers la station d'aérovoiture pour son trajet de retour. Habituellement, Byron déplaçait les palettes de bananes vers les hangars de maturation avec l'aide des ouvriers de la ferme 1, la plantation de bananes de Nang Thani, lorsqu'il les livrait. Aujourd'hui, étant donné que les ouvriers étaient probablement retournés travailler à la ferme de Nang ou ailleurs, où on avait besoin d'eux, Byron décida de tout faire lui-même. À mi-chemin, il regretta sincèrement sa décision, mais il persévéra obstinément. Que pouvait-il faire d'autre? Il n'y avait plus de vaches à s'occuper, sa maison avait été laissée impeccable par l'équipe de quarantaine, et plus vite il finirait, plus vite il aurait des bananes fraîches et mûres à manger. Il ne se faisait aucune illusion sur la raison pour laquelle Nang ne confiait qu'à lui la maturation de ses bananes. Ce n'était pas en raison de compétences ou d'expérience supérieure, ni parce qu'il était plus rapide que les autres. En fait, il avait tendance à prendre plus de temps, 1 jour voire 2 jours de plus que la plupart. Non, c'était parce qu'il acceptait d'être payé en partie en bananes, et qu'il mettait un point d'honneur à les faire mûrir parfaitement, pour que son paiement soit idéal. Oh, et il y avait aussi l'histoire des réservoirs d'algues qu'il utilisait pour purifier l'air dans le hangar, qui produisait l'algue préférée de Nang. La colonie avait un système monétaire comme n'importe quel autre monde, et les crédits étaient pratiques quand il avait besoin d'acheter quelque chose. Mais Byron préférait de loin le système de troc. Échanger et marchander était plus amusant, et il y avait quelque chose de satisfaisant à tenir son paiement dans sa main, une fois l'échange conclu. Pas que Byron en parlerait à qui que ce soit, au risque d'être qualifié d'archaïque, ce qui s'accompagnait d'un tas d'autres notions qu'il n'aimait pas du tout, et avec lesquelles il n'était pas du tout d'accord. Il avait du mal à croire qu'à l'époque archaïque, les gens avaient réellement cru que la valeur d'une personne dépendait de son sexe et de la couleur de sa peau. Quelqu'un avec ce genre d'attitude ne ferait pas long feu dans la colonie, où les titans pouvaient avoir n'importe quelle couleur de peau imaginable, et où certains n'avaient même pas de genre. Sans parler du fait que manquer de respect à un ouvrier de maintenance, quelle que soit sa couleur ou son sexe, était un bon moyen de s'assurer que rien ne serait jamais réparé, quand on était dans les parages. Il avait entendu parler d'un ouvrier, dont les toilettes avaient été bouchées pendant 1 semaine entière, après qu'il eut fait un commentaire déplacé à la plombière, venue les réparer. Finalement, il avait dû régler cette merde lui-même. Byron était presque sûr que la plombière en question était Ali, qui avait installé les réservoirs d'algues. Elle avait passé tout son temps à chanter en travaillant, et les vaches s'étaient rassemblées à l'extérieur des hangars pour l'écouter, au lieu de l'éviter, comme elle le faisait avec la plupart des autres visiteurs de la ferme. Une fille capable de charmer les vaches, était forcément quelqu'un de bien selon lui. Pas qu'il ait encore des vaches à charmer maintenant, ni qu'il soit susceptible d'en avoir dans un avenir proche. Une sonnerie retentit dans toute la ferme, l'informant que quelqu'un attendait à l'entrée. Probablement Nang, qui voulait savoir quand ses bananes seraient prêtes. Alors qu'il s'approchait, la porte s'ouvrit. « Docteur Lilith, dit-il avec surprise. Monsieur Kidd. » Elle s'éclaircit la gorge. « Je sais que je vous ai dit plus tôt que nous devrions tester tous les embryons pour voir si certains étaient viables, et que cela prendrait du temps, mais il s'avère que l'un de nos bio-ingénieurs, à mon insu, avait pris sur lui d'améliorer notre bétail, et de voir s'il pouvait atteindre les taux de croissance accélérés que quelqu'un avait introduits dans plusieurs espèces aquacoles. Sa première expérience réussie est arrivée à terme en 96 jours, c'est-à-dire, hier. Elle n'avait pas l'air très contente de cela. Byron prit 1 minute pour assimiler ses paroles. Vous voulez dire que je pourrais avoir des vaches à nouveau bientôt? Il n'osait pas se laisser espérer.
Plutôt que vous ne le pensez. Tous les animaux expérimentaux d'Éden sont envoyés dans un habitat approprié dès qu'ils sont assez âgés, et Rocaille insiste sur le fait que l'habitat approprié de BSE1 est une ferme de pâturage aride. La vôtre. Le docteur Lilith fit avancer une petite palette flottante. Rocaille a envoyé suffisamment de concentré en poudre pour la nourrir pendant 1 semaine. Nourrissage toutes les 4 heures, pour tenir compte du taux de croissance accéléré. La semaine prochaine, vous devrez alterner entre les granulés et le lait. Byron n'avait pas besoin d'écouter le reste. Il savait comment élever des veaux orphelins. Il avait nourri au biberon chacune des vaches du troupeau qu'il avait perdu. Il s'agenouilla et regarda dans la caisse. Des yeux sombres aux longs cils clignèrent en retour. Un tout nouveau veau. Byron prit une profonde inspiration tremblante. Bonjour Bessie. Bienvenue à la maison. Il était amoureux. Tarte à la citrouille, purée de pommes de terre, canneberge, cidre, purée de pois. Peu importe l'époque qu'elle examinait, elle pouvait organiser tous les fruits, légumes et céréales qu'elle souhaitait, et tout ce qui dépendait de ces ingrédients pouvait être préparé en quantité suffisante pour nourrir toute la population de la colonie. La viande en revanche. Rana soupira. La viande qui revenait le plus souvent dans les menus au fil des âges, était la dinde. Elle avait dû faire des recherches, et avait découvert un gros oiseau, qui n'avait pas été jugé nécessaire dans la colonie de Titan. Des poulets, des canards et divers pollinisateurs, oui, mais pas ces monstruosités. Elle avait dû consulter les bases de données de Genesis, pour trouver des informations sur les dindes. Mais si elle savait à quoi ça ressemblait, en trouver une s'avérerait encore plus difficile. Les bases de données contenaient des informations sur toutes les plantes et tous les animaux actuellement cultivés dans les fermes naissantes de la colonie, mais les dindes ne figuraient nulle part sur cette liste. Sa seule autre option était de contacter les bio-ingénieurs d'Éden, en espérant qu'ils puissent lui donner une dinde. Idéalement, tout un troupeau, car la tradition voulait que l'oiseau soit farci et rôti entier, après quoi la farce était extraite de ses régions inférieures et mangée. Rien que d'y penser, elle frissonnait. Elle n'était pas obligée de le manger, ni de regarder les autres le manger. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de s'assurer que c'était là pour ceux qui pouvaient supporter de telles choses. Alors elle appela Éden. Laboratoire de bio-ingénierie d'Éden, Aurel à l'appareil. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin d'une dinde, lâcha Rana. Je vous demande pardon, vous avez besoin de quoi? Brièvement, Rana expliqua ce dont elle avait besoin et pourquoi. Je vais vous mettre en relation avec Métis. C'est notre responsable de l'information. Si quelqu'un peut trouver ce dont vous avez besoin, c'est Métis. Rana n'eut que quelques secondes pour espérer et peut-être prier, avant que Métis ne réponde, et elle dut expliquer à nouveau son dilemme. Métis ne fit qu'une brève pause avant de dire « J'ai les résultats de votre recherche. Nous avons des embryons de dinde en stase, mais aucun actuellement en production ou dans les biomes. Si vous faites une demande prioritaire, il est possible que nous puissions avoir vos oiseaux en production d'ici quelques mois, et en nombre suffisant pour la célébration du 2e anniversaire. Mais 2 semaines. Je ne pourrais même pas vous obtenir un échantillon de tissu assez grand pour de la viande cultivée en cuve dans ce délai. Si vous voulez de l'émeu, par contre, nous en avons un petit troupeau. Pas assez pour les abattre pour la viande, bien sûr, mais suffisamment mature pour que vous puissiez obtenir un échantillon de tissu assez grand pour commencer le clonage. Si vous utilisiez toutes les cuves de la colonie, vous pourriez peut-être cloner assez de viande d'émeu à temps. Rana avait presque peur de demander « Qu'est-ce que c'est que le diable un émeu ?» Métis lui envoya une image, et Rana dut étouffer un cri d'horreur. Comment un oiseau pouvait-il devenir aussi grand qu'un homme? Si quelque chose d'aussi énorme volait au-dessus, rien ne serait en sécurité. Non merci, réussit à dire Rana. Je vais continuer à chercher, en espérant trouver quelque chose d'autre de convenable. Il a bien dû y avoir une époque où les oiseaux rôtis et farcis n'étaient pas disponibles. Elle mit fin à l'appel, puis enfouit son visage dans ses mains. Par les étoiles, elle regrettait d'avoir accepté d'organiser cette célébration de Thanksgiving.
Elle serait reconnaissante quand ce serait terminé, et encore plus reconnaissante si elle n'avait plus jamais à organiser un événement, jamais. Lorsque Rana rassembla le courage d'ouvrir à nouveau les yeux, elle railla la dinde de son menu, et examina certaines des autres choses qui avaient été mangées lors des plus anciennes célébrations documentées de Thanksgiving. En Amérique, ils avaient du poisson, qu'elle savait pouvoir obtenir facilement auprès de la communauté mère, dans le dôme aquatique. Mais pour ceux qui voulaient de la viande, une partie traditionnelle de la plupart des célébrations de Thanksgiving. Le tout premier, un bref repas partagé par l'équipage d'un navire en atteignant la Terre dans l'Arctique en l'an 1578 de la Terre, comprenait de la purée de pois, une horrible version primitive de barres de ration qu'ils appelaient biscuits de mer, et du bœuf en conserve. Des recherches supplémentaires lui apprirent que le bœuf provenait des vaches, l'un des premiers animaux d'élevage à être introduit dans les fermes de la colonie. En fait, la ferme 3, niveau inférieur, dôme de la reine avait exactement ce dont elle avait besoin maintenant. Rana se leva de son bureau, le triomphe coulant en elle. Elle pouvait simplement appeler la ferme, comme elle l'avait fait pour Eden. Mais elle était restée enfermée dans le bureau toute la journée, et elle avait besoin d'exercice. De plus, elle n'avait jamais vu de vache auparavant, et elle voulait en voir une. Ah, mais d'abord les choses importantes. Elle fit une demande pour qu'un drone d'abattoir soit envoyé à la ferme, prêt pour son arrivée. Si elle n'avait que 2 semaines, elle n'avait pas de temps à perdre. Byron découvrit rapidement que Bessie buvait comme un trou, et bondissait dans son enclos avec une telle énergie, qu'il commença à se demander si les bio-ingénieurs ne lui avaient pas donné une créature qui était en partie kangourou. Un bio-ingénieur pouvait-il vraiment faire ça? Il se souvenait avoir vu de vieux films sur Terre, où des bio-ingénieurs ramenaient à la vie des dinosaures qui étaient en partie grenouilles. Mais c'était de la fiction, et de la fiction ancienne qui plus est. Quoi qu'elle soit d'autre, Bessie était définitivement une vache. Et bien qu'il souhaitât un troupeau entier, il était heureux de commencer avec une seule. Pendant qu'elle gambadait et sautait, il était assis sur la barrière, une corde enroulée à la main, lançant un lasso vers le poteau de la clôture opposée, bien au-dessus de sa tête. Il n'avait pas du tout pratiqué pendant que le ranch était en quarantaine, car il y avait à peine eu assez d'espace pour écarter largement les bras dans son appartement exigu, encore moins pour faire tourner une corde, et il s'était rouillé. Maintenant, après environ une demi-heure à s'habituer à la douce traction de la faible gravité sur la corde, il se rendit compte qu'il pouvait attraper le poteau de la clôture, presque à chaque essai. Attraper Bessie au lasso, alors qu'elle filait à toute allure, n'était pas au programme aujourd'hui. Le minuteur à son poignet bipa, il était temps de nourrir Bessie à nouveau. Il accrocha sa corde au poteau de la clôture, glissa jusqu'au sol, et se dirigea à l'intérieur pour lui préparer un mélange de lait. Il mesura les doses de poudre, secouant le biberon continuellement tout le long du chemin de retour vers Bessie. Un étrange bourdonnement le fit s'arrêter, et lever les yeux. Qu'est-ce que? Byron lâcha le biberon et saisit la corde, la faisant tournoyer au-dessus de sa tête avant de la lâcher. Dans la gravité terrestre, elle serait tombée proprement par-dessus cette soucoupe volante, et lui aurait permis de l'éloigner de Bessie. Mais dans la gravité plus légère de la colonie, la corde passa bien au-dessus de la soucoupe, et heurta la clôture, avant de retomber au sol comme un serpent mort. Bessie ne réagit même pas. Cette menace volante lui avait déjà fait quelque chose, la figeant sur place dans le faisceau de lumière sortant du dessous. Byron vit rouge. Ramassant la corde aussi vite qu'il pouvait l'enrouler, il cria « Hey! Aucun extraterrestre n'enlèvera mon bétail, allez chercher vos propres animaux. Je suis un cow-boy de la Terre, et la dernière fois que c'était les cow-boys contre les extraterrestres, ça ne s'est pas bien terminé pour les extraterrestres. Alors retournez d'où vous venez, avant que je ne vous le fasse regretter. » Enfin, il avait la corde prête à être lancée à nouveau. Byron n'hésita pas. Cette fois, il ne rata pas non plus, resserrant le lasso autour du haut de la soucoupe avant de la tirer vers lui. C'est alors que l'extraterrestre apparut de nulle part. Rana avait prévu de rester sous sa véritable forme élémentaire, plutôt que dans le corps qu'elle portait au bureau. Elle observa le drone poursuivre la vache, qui était bien plus petite qu'elle ne l'avait imaginé,
autour de son enclos, avant de finalement réussir à l'immobiliser, et c'est alors qu'il était apparu. On aurait dit qu'il sortait tout droit d'une image d'archive, des premières célébrations de Thanksgiving. Son pantalon bleu moulant qui mettait parfaitement en valeur ses fesses, son chapeau qui semblait fait de véritables peaux de vache ou d'un matériau très proche, et quand il tirait son bras en arrière pour faire tournoyer la corde, la façon dont ses muscles se contractaient, elle avait envie d'y poser sa main et de les serrer. Il lui fallut un moment pour réaliser qu'elle avait déjà commencé à prendre forme. 2 bras, 2 jambes et une tête, comme ces poupées de chiffon argenté faites de papier d'aluminium qu'elle avait vues dans les mains de certains enfants réfugiés humains. Sa première pensée fut de se dématérialiser immédiatement, mais l'homme la regardait, lui criant quelque chose tout en traînant derrière lui le drone, maintenant pris dans la corde. La petite vache était retournée à son occupation précédente, courant autour de son enclos. Rana jura doucement, et se concentra pour terminer sa transformation. Elle allait avoir du bœuf à cette célébration, et cet homme archaïque avec ses bras musclés, aussi appétissant soit-il, n'allait pas se mettre en travers de son chemin. Comme toujours, le dernier sens humain à atteindre son cerveau était Louis, si bien que ce n'est que lorsqu'elle se tint aussi grande que lui, qu'elle put comprendre ce qu'il lui criait. Retournez dans votre soucoupe volante et filez d'ici, parce que vous ne toucherez pas à ma Bessie, finit-il le souffle court. Rana cligna des yeux. Il se tenait à seulement quelques mètres d'elle, les 2 mains sur les hanches, le drone à ses pieds. Si possible, cela ne faisait que rendre ses bras encore plus musclés, comme s'ils étaient assez forts pour la soulever pendant qu'elle enroulerait ses jambes autour de sa taille, et... Rana rougit d'un éclat argenté. Elle était à peine dans une forme humaine depuis 1 minute, et déjà elle pensait au sexe. Stupides hormones humaines. Elle les maîtriserait mieux dans 1 heure ou 2, mais pour l'instant. Il pointa la porte de l'habitat de la ferme. J'ai dit dehors. En tant que membre de la garde, même si elle n'était que l'assistante exécutive du commandant, elle avait l'autorité pour aller n'importe où dans la colonie, pour les affaires de la garde. Elle envisagea de le dire à Monsieur Muscle, mais elle soupçonnait qu'il était suffisamment en colère pour la soulever, et la porter dehors. Pire encore, si c'était le cas, elle était certaine qu'elle apprécierait. Au lieu de cela, Rana s'éclaircit la gorge et réussit un petit sourire. Monsieur, je suis Rana et Terry de la garde. On m'a ordonné de trouver des provisions alimentaires dans diverses fermes de la colonie, pour la célébration de l'anniversaire, dans 2 semaines. Mes registres indiquent que votre ferme possède la seule vache. Vous n'emmènerez Bessie nulle part, et vous ne la toucherez pas non plus. Alors prenez votre soucoupe volante. Monsieur Muscle donna un coup de pied au drone. S'il vous plaît, n'endommagez pas le drone, monsieur, ou je devrais vous infliger une amende pour dommage à la propriété de la colonie, dit Rana. Et puis elle devrait envoyer chercher un autre drone, et cela prendrait plus de temps. Je ferais bien pire que l'endommager s'il essaie encore de tuer ma vache, dit-il. Rana cligna des yeux. Monsieur, je vous assure que le drone n'est pas là pour tuer ou blesser votre vache. Il est là pour prélever un échantillon de tissu, qu'il ramènera aux cuves de clonage de l'abattoir, afin de produire suffisamment de bœuf cultivé en laboratoire pour la célébration. Nous avons besoin d'assez de bœuf pour servir tout le monde dans la ville, et votre petite vache là-bas ne nourrirait pas un seul dôme, encore moins toute la colonie. Il la regarda fixement, l'émerveillement dans ses yeux, comme s'il la voyait pour la première fois. De quelle taille doit être l'échantillon de tissu? Si vous lui faites mal. Je ne sais pas quelle taille il doit faire, mais je sais que le drone est programmé pour anesthésier la créature et prélever l'échantillon, sans lui faire de mal. Elle ne devrait même pas le sentir. Rana fronça le nez. Quel genre de culture fait du mal aux animaux? Même quand ils étaient abattus pour leur viande sur Tito, la mort était instantanée et sans douleur, sans cruauté inutile. Les humains sur Terre sont-ils encore si barbares qu'ils feraient une telle chose? Monsieur Muscle se hérissa. Je ne ferai jamais de mal à l'un des membres de mon troupeau. Écoutez, mademoiselle. Je m'appelle Rana Eteri, offrit-elle. Mademoiselle Eteri, sérieusement, votre nom est mystère? Toute l'attitude de Monsieur Muscle changea quand il rit.
Maintenant, elle voulait grimper sur lui comme sur un arbre. Oh, par les étoiles! Elle déglutit. Mon nom est Rana Eteri. Tout le monde m'appelle simplement Rana. Il sourit, et tendit la main. Rana Eteri, je suis ravi de vous rencontrer. Je suis Byron Kidd, le fermier responsable de ce ranch, et voici Bessie. Il fit un geste en direction de la vache. Par les étoiles si elle le touchait, mais elle devrait le faire, n'est-ce pas? Se serrer la main était une vieille coutume humaine. Elle tendit ses doigts tremblants, et sa main enveloppa la sienne. Rugueuse et calleuse, comme s'il avait passé la plupart de son temps à travailler avec. Distraitement, elle se demanda ce que cette rugosité ferait, frottant contre ses parties les plus sensibles. Alors, vous devez prendre un échantillon de tissu. Elle cligna des yeux. Elle s'était perdue dans une rêverie, et elle tenait encore sa main. Elle le lâcha. Oui. Si vous voulez bien libérer le drone, s'il vous plaît, monsieur Kidd, je vais juste prendre cet échantillon et partir, comme vous l'avez dit. Partir et prendre une longue douche froide, bien qu'il n'ait pas besoin de savoir ça. Byron, corrigea-t-il. Si je peux vous appeler Rana, vous devriez m'appeler Byron. Ou Billy, si vous voulez. C'est comme ça que tout le monde m'appelle, à cause du chapeau. Il le tapota du doigt. Elle ne savait pas quoi dire. C'était évidemment une référence culturelle humaine, qui n'était pas encore apparue dans ses recherches. S'il y avait un moyen pour elle d'accéder poliment au réseau. Il dut voir l'expression de confusion sur son visage, car il continua. Billy the Kid? Le cow-boy des films? Byron soupira. Je suppose que les extraterrestres ne regardent pas de films, ou du moins pas les mêmes. En fait, je passe beaucoup de mes soirées à regarder des films. J'ai tendance à préférer mes favoris de Tito, cependant. Aucun qu'il ne connaîtrait, étant humain et tout. Je m'efforcerai d'explorer la culture humaine, dans mes divertissements du soir, à l'avenir. Il sourit. En fait, il y avait un autre film qui commençait comme ça. Des extraterrestres regardant une émission qu'ils pensaient être des documents historiques, qui sont venus sur Terre pour demander l'aide d'un héros qui n'était en fait qu'un acteur. Mais je suppose que vous n'avez pas vu celui-là non plus. Rana secoua la tête. Je ne suis pas une extraterrestre. Enfin, pas plus que vous ne l'êtes, puisque ni les humains ni les titans ne sont originaires d'Altan. Je suis une sylphe. Devant son expression confuse, elle réalisa que c'était à son tour d'expliquer. Une sorte d'élémentaire de l'air, mais nous passons beaucoup de temps sous une forme humanoïde. Comme ceci. Elle fit un geste vers son corps, qui était maintenant parfaitement proportionné, bien qu'argenté au lieu du teint de chair humain normal. Et c'est une forme très charmante. Byron toussa, fixant ses bottes, mais pas assez vite pour cacher son rougissement rosé. Puis-je, commença-t-elle. Au même moment, il dit. Voudriez-vous? Ils rirent tous les deux. À vous l'honneur, dit-il. Elle inclina la tête. Puis-je prendre l'échantillon de tissu, pour que nous puissions commencer le processus de clonage? Sa bouche se tordit. Vous pouvez, mademoiselle Eteri. En fait, c'est l'heure du repas pour Bessie. Alors après avoir pris votre échantillon, voudriez-vous lui donner un peu de lait? Du lait? Elle baissa les yeux. Les femelles humaines pouvaient allaiter, alors si elle modifiait les glandes mammaires et ajoutait des mamelons, elle pourrait peut-être. Rana prit ses seins dans ses mains, et se concentra. Par les étoiles, pas comme ça. Je ne voulais pas. Maintenant, son visage était rouge vif. Je prépare un mélange spécial de nutriments en poudre avec de l'eau, donc c'est comme du lait, et je le lui donne au biberon. Pas besoin de sein d'aucune sorte. Bien que les vôtres soient très beaux, magnifiques, voluptueux même j'en suis sûre. Rana ne put s'empêcher d'avoir pitié de l'homme. Et si je prenais l'échantillon, et en guise de remerciement pour votre aide à nourrir la colonie, je vous aidais à nourrir votre vache? On dirait qu'on a un accord, mademoiselle Eteri. Il tendit cette main distraitement, et délicieusement rugueuse. Cette fois, elle n'hésita pas à la prendre. Absolument, dit-elle. C'était sans doute le jour le plus étrange de sa vie, pensait Byron en relâchant la soucoupe volante.
Non, le drone, c'était ainsi qu'elle l'avait appelé. Il ne savait toujours pas ce qui l'avait poussé à inviter la fille extraterrestre, à nourrir Bessie. La silhouette qu'il avait d'abord vue, ressemblant à un petit extraterrestre gris, comme dans n'importe lequel de ses vieux films, l'avait instantanément repoussé. Mais quand elle avait pris une forme plus humaine, et qu'il avait vu sa peau devenir toute argentée, il n'avait pas pu s'empêcher de penser à quel point elle était jolie. Pas que réfléchir était facile, avec elle si nue et tout ça. Byron déglutit. S'il plissait un peu les yeux, il pouvait presque imaginer qu'elle portait une combinaison argentée. Une combinaison qui épousait chacune de ses courbes, bougeant souplement avec elle. Non, ça n'aidait pas. Bessie. Il devrait penser à Bessie. Il atteignit le veau avant le drone, tendant la main pour la caresser. Bessie, sachant que c'était l'heure du repas, commença à sucer sa main. Le drone bourdonna au-dessus de sa tête, et Byron se crispa. Il plana au-dessus de Bessie pendant un long moment, puis s'éleva dans les airs et s'envola. Tout ce temps, Bessie n'avait pas cessé de sucer sa main, bien heureusement inconsciente du drone. « Je crois que tu as oublié ça ?» Apparut Rana à côté de lui, secouant le biberon. Les yeux de Bessie s'écarquillèrent et elle lâcha sa main, s'étirant vers le biberon. Byron tendit la main vers celui-ci, aidant Rana à l'incliner et à le guider dans la bouche du veau. « Tiens-le bien maintenant, ou elle te le volera », prévint Byron, resserrant sa propre prise sur le biberon. Ses doigts effleurèrent ceux de Rana, et il leva les yeux, surpris. Il n'avait pas réalisé à quel point elle se tenait proche. Elle sentait comme la brise après une fraîche pluie d'été. Tout en fleurs et vie et chaleur et douceur. Par les étoiles, mais elle avait aussi un goût sucré. Tout en douceur et lumière, comme s'il ne pouvait pas en avoir assez d'elle. Il voulait. Bessie beugla, et le poussa à travers la clôture. Byron arracha ses lèvres de celles de Rana, son souffle le quittant dans un halètement choqué. Il n'avait pas eu l'intention de la toucher, encore moins de l'embrasser, et pourtant. Rana se lécha les lèvres, les yeux fixés au sol, où le biberon vide était tombé. « Je suis désolée, je ne voulais pas. » Non, c'était lui qui était désolé. « Je n'aurais pas dû. »« Je ne sais pas ce qui, » dit-il, puis s'interrompit. Ils rirent tous les deux, nerveusement. « Tu es la bienvenue pour revenir ici quand tu veux, » dit-il. Au même moment où elle disait « Je peux recommencer ?» elle semblait un peu essoufflée. Bessie n'aurait pas besoin d'être nourrie avant quelques heures, mais... « Bien sûr, dit-il. » Elle jeta ses bras autour de son cou, et l'embrassa. Il lui fallut un moment pour se remettre du choc, avant de pouvoir lui rendre son baiser, cette fois conscient de ses actes. Comme ses lèvres étaient chaudes contre les siennes, sa langue l'accueillant, tout en gardant ce goût doux et frais comme aucune femme qu'il n'avait jamais embrassée auparavant. Il ne voulait pas que ça se termine. Il ferma les yeux en la sentant s'éloigner de lui, brisant le lien entre eux. « Merci, dit-elle. » Il ouvrit les yeux, seulement pour découvrir qu'elle avait disparu, ne laissant que le goût persistant du paradis sur sa langue. « Tu es la bienvenue quand tu veux, » dit-il à l'air vide. Les jours passaient, mais Rana ne revenait pas. Bessie grandissait comme une mauvaise herbe, alors ce fut un soulagement quand un chargement de granulés frais arriva pour elle, accompagné de beaucoup plus de lait en poudre. Toujours pas de Rana, cependant. Il avait du mal à interpréter les signaux d'une manière ou d'une autre, décida Byron, en déplaçant les bananes maintenant mûres hors de l'abri. Ils s'étaient embrassés 2 fois, et il l'avait invitée à revenir, ce qu'elle semblait avoir hâte de faire, mais rien. Byron soupira. Il n'avait jamais eu de problème à attirer ou à fréquenter des femmes quand il était sur Terre, mais depuis la mort de ses parents, il n'était plus de bonne compagnie, et il n'avait plus vraiment envie de faire des efforts. Pourtant maintenant, ici sur New Hope, ce moment avec Rana, il avait osé espérer, et il serait damné s'il renonçait à elle aussi facilement. Il avait dû faire une erreur sans s'en rendre compte, n'étant plus habitué à bien s'entendre avec qui que ce soit. Était-il censé la contacter, ou quelque chose comme ça, et l'inviter peut-être? Ou était-ce parce qu'elle était une extraterrestre, qui attendait des choses différentes d'une femme humaine?
Peut-être y avait-il une coutume de séduction extraterrestre, dont il n'avait jamais entendu parler, et qu'il ne connaissait pas, qu'il avait négligé d'une manière ou d'une autre. C'était probablement ça. Ce qui signifiait que sa meilleure option était de se rendre en ville, de la trouver, de s'excuser auprès d'elle, et de lui expliquer qu'il n'était qu'un garçon de ferme venu de la terre, qui avait perdu sa ferme là-bas, alors il tâtonnait maladroitement pour une seconde chance ici dans l'espace. Si elle lui donnait une seconde chance aussi, ce serait tout simplement merveilleux. Peu de chance que cela arrive, s'il avait royalement foiré, et qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. Mais peut-être, juste peut-être, s'il lui apportait un cadeau, quelque chose de vraiment spécial. Les fleurs n'étaient pas disponibles pour l'amour ou l'argent dans la colonie, alors c'était exclu, et le prix des chocolats de la seule boutique qui les fabriquait à la main avec les fèves de cacao expérimentales qui arrivaient tout juste à leur première récolte. Eh bien, c'était plus de crédit qu'il n'envoyait en un an. Il avait besoin de quelque chose de lumineux et de doux, qu'elle aurait du mal à trouver ailleurs. L'inspiration le frappa comme un taureau en charge. Oui. Parfait. Quand il eut fini de travailler pour la journée, il enfila une chemise et un jean propre. Par impulsion, il mit aussi son chapeau sur sa tête. Au cas où elle ne se souviendrait pas de lui, elle se souviendrait certainement du chapeau. Il avait déjà vérifié l'adresse de son bureau, alors il savait que Rana travaillait au bâtiment du quartier général de la garde, à Metropolis City. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il était allé en ville. À part quand son ranch était en quarantaine, il le quittait rarement, alors il fut surpris de voir chaque écran et fenêtre annoncer le festival de Thanksgiving dont Rana avait parlé. Il avait imaginé quelque chose de petit, pas une célébration à l'échelle de la colonie, où toute la population était censée se réunir sur les places principales de la ville. Nourriture, boissons, divertissement. C'était énorme. Bessie devrait se passer de lui pendant quelques heures, car il n'était pas question que Byron rate le festival. Surtout s'il avait la chance d'y voir Rana. Bien qu'elle l'ignorerait probablement s'il l'avait offensée, il ferait mieux de commencer à se faire pardonner le plus tôt possible. Le plus tôt serait le mieux. Il accéléra le pas, son cœur battant plus vite à l'idée de la revoir. « Merci », dit Rana avant de raccrocher. Puis elle poussa un soupir, et enfouit son visage dans ses mains. Être organisatrice d'événements était le métier le plus épuisant au monde. Si Ira était là maintenant, elle lui dirait qu'elle en avait assez, et lui demanderait de trouver quelqu'un d'autre pour le poste. Si elle avait dû faire son travail habituel en plus, elle serait devenue folle alliée. Mais elle ne pouvait rien dire à Ira. Il avait décidé de prendre 2 semaines de congé, bloquant toute communication professionnelle sur sa puce com et sa tablette, et laissant son bureau vide. Après avoir passé la première journée à répondre à toutes sortes de questions sur les allées et venues d'Ira, elle avait abandonné son propre bureau, et s'était réfugiée derrière la porte fermée de son bureau. Quiconque avait osé ouvrir cette porte, s'était rapidement retrouvé réquisitionné pour l'aider avec le festival de Thanksgiving, si bien qu'ils avaient vite appris à la laisser tranquille. Bien sûr, elle avait toujours des affaires du festival à gérer, donc sa puce com était rarement silencieuse. Un appel se terminait, mais un instant plus tard quelqu'un d'autre allait. Toc toc toc. Rana cligna des yeux. Personne ne frappait à la porte. Entrez, suggéra-t-elle. La porte s'ouvrit lentement, et une tête apparut dans l'entrebâillement. Byron, s'exclama-t-elle. Rana bondit sur ses pieds, contourna le bureau et se jeta pratiquement dans ses bras. Ses lèvres étaient sur les siennes, avant que son cerveau n'ait vraiment rattrapé son corps. Le temps qu'elle s'en rende compte, tout ce à quoi elle pouvait penser était à quel point ses bras autour d'elle étaient agréables, et par les étoiles, comme cet homme embrassait bien. Elle haletait quand elle réussit finalement à s'arracher à lui, non sans un regret considérable. Il avait l'air troublé. Salut. Je ne savais pas que tu étais l'une des huiles de la surveillance. Je veux dire, j'aurais dû m'en douter, vu l'importance de ton événement, mais j'ai été occupée au ranch et, par les étoiles, tu es magnifique en uniforme. Byron déglutit. Rana baissa les yeux. D'une manière ou d'une autre, les boutons de sa chemise s'étaient défaits et ses seins étaient presque à l'air.
Non pas qu'elle ait un problème à être nue devant Byron. Elle était nue quand ils s'étaient rencontrés après tout, mais une sorte de galanterie terrestre archaïque le faisait détourner le regard. Je ne suis pas du tout haut placé. Je ne suis qu'une assistante. C'est mon patron qui est important. Le bureau est le sien. D'habitude, je suis le dragon au bureau devant, gardant la porte. Je ne suis même pas vraiment une officière de la surveillance, mais l'uniforme est attendu pendant les heures de travail, donc, pour encore. Elle jeta un coup d'œil à l'heure, et ses yeux s'élargirent de surprise. En fait, ma journée de travail est officiellement terminée, donc j'ai le droit de me changer. C'était à son tour de déglutir. Si tu veux. Au regard brûlant dans ses yeux, et à la façon dont il commença à hocher la tête, elle sut qu'il le voulait définitivement. Quant à Rana elle-même, eh bien, elle ne pouvait guère blâmer le fait d'être dans une forme humaine cette fois. Elle brûlait pour lui, plus ardemment que lors de leur premier baiser. Elle voulait Byron, ici et maintenant. Il leva un sac. Je t'ai apporté un cadeau. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'un homme lui avait apporté un cadeau. Impossiblement, son désir brûla plus fort. Elle prit le sac de ses mains et regarda à l'intérieur, puis le fixa d'un air perplexe. Pourquoi lui donnerait-il une main jaune coupée? Ce sont des bananes fraîches de la ferme, expliqua-t-il. La plupart de la récolte va aux restaurants et cafés haut de gamme, ou aux colons les plus riches, qui peuvent se permettre des luxes comme des fruits frais. J'en garde toujours une partie pour moi, et je pensais que tu aimerais peut-être les essayer, si tu n'as jamais mangé de bananes avant. Que les étoiles le bénissent, elle était amoureuse de cet homme attentionné. Si elle n'avait pas voulu se déshabiller, avant. Je n'ai jamais vu de bananes avant, avoua-t-elle. Alors laisse-moi te montrer, dit-il avec enthousiasme, en détachant un des gros doigts de ce qu'elle avait pris pour une main. Il l'éplucha comme une fleur exotique, révélant la chair douce et crémeuse à l'intérieur. Il la lui tendit. Goûte. Avec précaution, elle sortit sa langue et lécha le bout. Oui, c'était doux et un peu sucré. S'il te plaît, la supplia Byron. Rana prit une profonde inspiration, ouvrit grand la bouche et prit une énorme bouchée. La douceur explosa sur sa langue. Sa bouche était si pleine qu'il lui fallut un effort pour avaler. Mais elle le fit, parce qu'elle en voulait plus. Elle pouvait entendre quelqu'un gémir, et il lui fallut un moment pour réaliser que c'était elle. Gémir de plaisir pour un morceau de fruit, par les étoiles. Puis ses yeux rencontrèrent ceux de Byron, et elle oublia complètement le fruit. Ses lèvres se soudèrent aux siennes, dans un baiser si parfait qu'elle jura que le temps s'était arrêté. D'une manière ou d'une autre, sa chemise s'était complètement ouverte, lui donnant tout l'accès dont il avait besoin pour caresser ses seins des deux mains, suivi de sa langue. Elle se pencha en arrière, s'agrippant au bureau derrière elle pour ne pas basculer, gémissant à nouveau sous le plaisir de son toucher. Il se pressa contre elle, si bien qu'elle ne pouvait sentir que du muscle dur tout du long. Elle avait besoin d'enlever son pantalon, maintenant. Le sien et celui de Byron. Mais elle ne voulait pas qu'il retire ses mains de ses seins, alors elle devrait le faire elle-même. Sans regarder en bas, parce qu'il l'embrassait à nouveau, sa langue dansant avec la sienne, et elle n'avait aucune intention de rompre ce baiser. Jamais. Seul le fracas de quelqu'un claquant la porte en l'ouvrant, pouvait la séparer de Byron, et seulement parce que Byron avait eu la force de s'écarter. Rana, as-tu vu ce livre que j'ai emprunté? Cette fille à la bibliothèque exige que je le rende avant d'en emprunter un autre, et je ne le trouve nulle part. Elle n'avait jamais eu autant envie de tuer son patron qu'à cet instant, le fusillant du regard, alors qu'il scrutait les étagères autour de son bureau, inconscient de ce qui l'avait interrompu, ou même qu'elle n'était pas seule. Bien sûr, cela lui donna un moment pour reboutonner sa chemise avant de glisser du bureau, pour révéler le livre de poche sur lequel elle était assise. « Vous voulez dire ce livre, monsieur ?» demanda-t-elle en le tenant. Ira le lui arracha des mains. « Oui. Maintenant, Estia devra me laisser avoir un nouveau livre. » Il sortit en trombe, claquant la porte derrière lui. Byron laissa échapper un souffle tremblant. « Peut-être devrions-nous aller ailleurs ? Je pourrais,
T'emmener dîner ou quelque chose comme ça? Ce qu'elle voulait plus que tout était d'aller quelque part avec lui, où ils pourraient finir ce qu'ils avaient commencé sur le bureau d'Ira, sans être interrompus. Mais elle avait trop de travail à faire. Peut-être après le festival. Rana soupira. Je ne peux pas. Je dois travailler. Ce festival maudit. Il y a tellement plus à faire, et pas assez de temps. Ses yeux le suppliaient de lui pardonner. Il baissa la tête. Je comprends. Peut-être après le festival. Certainement. Le mot était sorti de sa bouche avant qu'elle ne puisse réfléchir. Tu viens au festival, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est pour ça que je suis venue ici. Pour te demander si tu voulais venir au festival avec moi, comme ma cavalière, dit-il. Des cadeaux et des baisers, et des fruits et des rendez-vous? Rana se sentait étourdie. Oui, souffla-t-elle. Oui, j'adorerais être ta cavalière. Il sourit. Je viendrai te chercher ici à 18h vendredi alors. Oui. Et vendredi, elle s'assurait de ne pas porter de pantalon gênant. Même si elle devait peigner toute la colonie, pour trouver une robe de festival appropriée. Byron enleva son chapeau, et s'inclina. Jusqu'à vendredi, alors. Pour la première fois de sa vie, Rana faillit s'évanouir. Le temps qu'elle se remette, il était parti. Peu importait, se dit-elle. Elle le verrait au festival vendredi, et après, elle aurait tout un week-end sans travail ni interruption pour faire ce qu'elle voulait. Le temps alternait entre une course effrénée, et une lenteur exaspérante, jusqu'à ce que finalement, le vendredi arrive, et que Byron se dirige vers le bâtiment du quartier général de la Watch. Comme la fois précédente, il informa la réceptionniste qu'il venait voir Rana et Terry, et se retrouva bientôt dans l'ascenseur en direction du dernier étage. S'agissant d'un bureau de la Watch, il ne fut pas surpris de croiser plusieurs officiers en uniforme sur son chemin, mais il ne leur prêta guère attention. Ses pensées étaient uniquement tournées vers Rana, et son désir de rendre cette soirée spéciale pour elle. Il jeta un coup d'œil au bureau situé devant le bureau où elle se trouvait la dernière fois, entouré d'officiers de la Watch, tous portant le même uniforme. Aucun d'entre eux n'avait sa peau argentée, cependant. C'est lui? C'est vraiment un cow-boy, s'exclama un officier en dévisageant Byron. Joli chapeau, dit un autre officier. Byron sourit. Il était presque certain que c'était le seul véritable chapeau de cow-boy en cuir, dans tout le système d'Alta. En effet, dit-il en le soulevant légèrement pour saluer l'homme qui l'avait complimenté. Vous n'avez pas de travail à faire, vous tous? Les réprimanda Rana. Comme par magie extraterrestre, la foule s'écarta. Et elle était là, jetant à nouveau son sortilège alien sur lui. Elle ne portait pas l'uniforme de la Watch. À la place, elle arborait une robe faite d'un tissu qu'il imaginait presque transparent, flottant dans le léger courant d'air provenant des unités de ventilation, lui offrant un aperçu tantalisant avant que les plumes flottantes du tissu ne se stabilisent à nouveau, cachant sa peau à sa vue. Byron ôta son chapeau. Il s'inclina profondément, lui offrant son bras. Tu es tellement éblouissante, que tu rendrais jalouse toute la galaxie d'étoiles. Je parie qu'il y a des nébuleuses dans le ciel en ce moment même, complotant pour copier ta robe, et tu les surpasseras quand même. Rana rougit d'argent. C'est peut-être le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Chaque mot est la vérité, je le jure. L'officier qui l'avait appelé cow-boy, croisa les bras sur sa poitrine en plissant les yeux. Ce n'est pas parce qu'il sait aligner quelques jolis mots, que ça en fait un homme bien. Tu veux que je fasse une vérification de ses antécédents pour toi, Rana? S'il est sur notre liste des personnes recherchées, il vaut mieux que je le menotte maintenant. Elle fit teinter les menottes à sa ceinture. Rana chassa l'officier d'un geste. Ça ira, Minali. Pas besoin de menottes. Nous allons au festival. Elle posa sa main sur le bras de Byron, et son contact envoya une décharge électrique directement dans son cerveau. Ce qui fit ensuite affluer le sang vers d'autres endroits. Byron s'éclaircit la gorge, et essaya de penser à quelque chose de froid. Des cellules de prison déchaînent l'espace. Voilà.
Ça remettait les choses en place. On y va? Avec Rana à son bras, ils sortirent du bâtiment de la Watch. Où voudrais-tu aller dîner? La nourriture est censée être la même partout, mais les boissons sont fournies par les entreprises les plus proches des tables. Donc, les tables du Moon and Sixpence auront la meilleure bière, Forge fait les meilleurs cocktails, et j'ai oublié le nom du bar à vin, mais si le jus de raisin fermenté est ton truc. Rana s'interrompit, l'interrogeant du regard. Que veux-tu boire? Demanda Byron. Peu lui importait, tant qu'elle était heureuse. Un autre rougissement argenté. Après les bananes que tu m'as apportées, je suis parti à la recherche d'autres fruits, et j'ai découvert un bar à jus près du lac. Ils préparent cette délicieuse boisson qu'ils appellent margarita, un mélange de glace, de fruits et de feu, ou du moins c'est ce à quoi ça ressemble. Byron n'avait pas bu de margarita depuis qu'il était sur Terre. Une table près du lac alors, et des margaritas pour nous deux, dit-il. Une table pour deux aurait été l'idéal, mais c'était un festival pour toute la colonie. Alors ils se retrouvèrent au bout d'une longue table de tréteaux remplie de toutes sortes de personnes. Certains humains, et d'autres définitivement aliens. Rana attirait quelques regards, particulièrement des humains, mais Byron n'était pas sûr si c'était la couleur de sa peau, ou sa robe époustouflante qui faisait que tout le monde la regardait. Ou peut-être voyait-il simplement ce que lui voyait, à quel point elle était belle. Une serveuse vint prendre leur commande. 2 margaritas et 2 menus standards, dit Rana, avant même que Byron ne puisse ouvrir la bouche. La serveuse s'éloigna rapidement. Et si j'avais voulu commander quelque chose de spécial, qui ne figure pas sur le menu standard? Demanda-t-il prudemment. Les yeux de Rana s'écarquillèrent de surprise. Alors tu l'aurais eu, bien sûr, mais que tu veuilles le manger est une autre histoire. Dieu merci, les allergies alimentaires sont une chose du passé, mais certains titans ne supportent pas le steak avec de la purée et la tarte à la citrouille et, j'oublie le reste. Oh, il y a du poisson bien sûr, et nous avons quelques végétariens, mais les vampires et quelques autres préfèrent le sang. Les élémentaires ont leurs propres préférences, et n'oublions pas les dryades. La mâchoire de Byron tomba. Combien de types d'aliens y avait-il dans la colonie? Il devait vraiment sortir plus souvent. Le steak, la purée et la tarte à la citrouille me semblent merveilleux, l'assura-t-il, puis il se redressa. Et, est-ce que c'est le bœuf de culture issu de Bessie? Rana rayonna. Tout à fait. Grâce à toi et à Bessie, toute la colonie peut célébrer Thanksgiving avec du steak. C'est une belle amélioration par rapport aux barres de rations, ou à ce que les humains historiques avaient lors de leur festin de Thanksgiving, il y a des siècles. Il lui prit la main. Et la compagnie ici est infiniment meilleure, aussi. Un autre rougissement. Si tu me flattes trop, mon visage va me faire mal à force de sourire d'ici la fin de la soirée. Si c'est ta seule plainte concernant notre soirée ensemble, j'en serais ravi, dit-il. Leur nourriture arriva alors, et ils furent bientôt occupés à couper et goûter les plats. Byron ne put retenir un gémissement, à la première bouchée de steak. La dernière fois qu'il avait mangé un steak aussi bon, c'était sa mère qui l'avait cuisiné. Celui-ci cependant, fondait sur sa langue. C'est bon? Demanda Rana anxieusement. Byron avala, essayant de trouver les superlatifs appropriés pour lui faire comprendre que c'était mieux que bon. Juste en dessous du pur paradis charnel. Excusez-moi, mademoiselle Eteri? Demanda une serveuse. Rana leva les yeux. Oui? Il y a eu une altercation entre le propriétaire du Moon and Sixpence et le propriétaire de la chocolaterie. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la limite pour le service des boissons, et même s'il y a des officiers de la Watch sur place, ils ne sont pas sûrs non plus. L'un d'eux a dit de vous demander, car aucun des deux ne cédera, tant qu'ils n'auront pas obtenu une décision de votre part en personne. Rana se leva. Je suis vraiment désolé, Byron. Ça ne te dérange pas si je vais régler ça? Je reviens tout de suite. Il fit de son mieux pour cacher sa déception, derrière un sourire joyeux. Je garderai ta place pendant ton absence. Mais si tu mets trop de temps et que ton steak commence à me tenter sérieusement,
je ne serai pas tenue pour responsable s'il vient à disparaître. Elle le remercia, et s'éloigna rapidement. 10 minutes passèrent puis 20. 1 heure plus tard, après qu'il eut fini son dîner et son dessert, son assiette était toujours là, intacte. Il lui envoya un message disant qu'il avait cédé à la tentation et volé son steak, donc elle devrait revenir pour l'arrêter. 1 autre heure passa, mais elle ne revenait toujours pas, et il ne reçut pas de réponse non plus. Finalement, Byron fut forcé d'admettre sa défaite. Le rendez-vous s'était terminé en catastrophe, et elle avait décidé de ne pas revenir. Il ne pouvait pas rester plus longtemps de toute façon, il devait nourrir Bessie. La musique résonnait sur toute la place, provenant de diverses scènes installées un peu partout. Il se fraya un chemin à travers un groupe de danseurs, se dirigeant vers la station d'aérovoiture. Il n'était pas d'humeur à danser ce soir. Pas sans Rana. Bessie l'attendait, lui faisant savoir sans ambiguïté qu'elle avait faim et qu'elle était mécontente qu'il l'ait fait attendre. Désolée ma belle. Il y avait une fête en ville, et je pensais que ce serait amusant d'y aller, dit-il. Je ne referai pas cette erreur. Je reviens tout de suite avec ton lait. Il se dirigea vers l'intérieur. Non, il ne referait pas cette erreur. Le problème de frontière n'était que l'un des 6 problèmes à travers la ville, tous nécessitant son attention personnelle, et quand elle en eut fini avec ceci, une dispute avait éclaté dans le bar à vampires au sujet du paiement du sang. Elle avait mis en place une sorte d'ardoise, suffisante pour que chaque vampire, strigeois ou autre buveur de sang répertorié puisse avoir un repas gratuit, mais une fois le total atteint, ils devraient commencer à payer leur consommation, comme tout le monde. Ça n'aidait pas que certains clients aient bu plus que du sang ce soir-là, et se montraient plutôt agressifs envers le barman, qui avait dû appeler la garde. Au moment où Rana eut enfin le temps de consulter ses messages, Byron était parti depuis longtemps. Une famille de métamorphes occupait leur siège, et il n'y avait aucune trace de lui. Rana avait envie de pleurer. Mais elle prit une profonde inspiration, puis retira sa robe et la tendit à l'officier de la garde le plus proche, avec l'ordre de la rapporter à son bureau. Ensuite, en tant qu'élémentaire d'air, elle prit son envol. Ou plus précisément, elle emprunta les conduits de ventilation. Lorsque ses pieds se formèrent dans le sable chaud de la ferme de Byron, c'était comme rentrer à la maison. Même Bessie, la petite vache, lui meuglait un salut. Ou peut-être que la petite vache avait faim, vu que Byron ne semblait pas être là. Son cœur se serra dans sa poitrine. Peut-être avait-il décidé de rester au festival, et de célébrer avec quelqu'un d'autre, au lieu de l'attendre. Elle pouvait difficilement le lui reprocher, et même maintenant, il était peut-être en train de danser toute la nuit dans un club comme le Forge, qui avait annoncé une performance spéciale de Vulcain, qui ne s'y produisait habituellement que pour le Nouvel An. Bessie meuglait à nouveau, plus insistante. Ça va ma belle. Il peut danser autant qu'il veut. Je vais te nourrir, et puis je rentrerai me coucher. C'est le meilleur endroit pour moi, après la nuit que j'ai passée, dit Rana en se tournant vers la maison. Pour se retrouver face à face avec Byron, tenant une bouteille de lait dans chaque main. Ne portant rien d'autre qu'un short moulant qui couvrait l'essentiel. Couvrait et soulignait dans des détails glorieux, ne cachant rien. C'était suffisant pour lui donner envie de pleurer. « Je suis désolée », commença-t-elle, puis ne sembla plus trouver les mots pour continuer. « Moi aussi, dit-il dans le silence. J'ai essayé de t'emmener dîner, et je n'y suis même pas arrivé. Je me suis dit que si je nourrissais Bessie, au moins une fille n'irait pas dormir le ventre vide ce soir. J'ai de la nourriture dans la maison, si tu veux que je te prépare quelque chose. » Elle refusa son offre d'un geste de la main. Élémentaire d'air. Je n'ai pas vraiment besoin de nourriture. Je tire toute l'énergie dont j'ai besoin, en chevauchant les courants d'air dans le système de ventilation. Ce n'est que si je reste sous forme corporelle pendant plus d'une journée, que j'ai besoin de manger quelque chose. Donc, je n'aurai besoin de rien jusqu'au petit déjeuner. Il hocha la tête. Je t'ai entendu dire que tu voulais un lit. Il y en a plein dans la maison, aussi. Ensuite, je pourrais te préparer le petit déjeuner demain matin, pour me faire pardonner pour ce soir. Son cœur fondit.
Tu n'as rien à te faire pardonner. Tu as été merveilleux. C'est moi, je n'aurais pas dû te laisser comme ça. Si quelqu'un doit s'excuser, c'est moi, pour te faire pardonner une soirée aussi ennuyeuse. Étoile, la seule chose qui m'a fait tenir pendant cette semaine de folie, était l'idée de passer la nuit avec toi à la fin, et de fantasmer sur le sexe qu'on aurait. Maintenant. Elle secoua la tête. Byron posa le lait, et leva les mains. Attends une minute. Tu viens de dire que tu as pensé à moi toute la semaine? Elle sentit le rouge lui monter aux joues. Comment arrivait-il à lui faire cet effet, si souvent? Eh bien oui, entre deux souhaits d'oublier complètement ce festival. Je suppose que maintenant que c'est fini, et que j'ai tout le week-end pour moi, je peux l'oublier. Ou du moins essayer. Tu pourrais passer ton week-end ici. Je pourrais peut-être te montrer quelques films humains sur les extraterrestres, et tu pourrais me montrer certains de tes préférés de Tito. Tout cela semblait très tentant, mais ce n'était pas si différent de ce qu'elle ferait seule chez elle. Y aura-t-il du sexe? Hasarda-t-elle, osant à peine espérer. Byron cligna des yeux. Eh bien, il y a cette scène dans Galaxy Quest où le gars couche avec l'extraterrestre et elle a ses tentacules. Si tu veux une forme avec des tentacules, je pourrais essayer de me transformer, mais je ne connais pas aussi bien les kraken que les humains, donc je n'ai aucune idée d'où sont leurs centres de plaisir, s'ils en ont. Les humains ont le plus de zones érogènes. Alors j'ai pensé que ce serait la meilleure forme pour le sexe. Rana désigna son corps d'un geste, regrettant soudain de ne pas avoir pensé à lui demander, au lieu de simplement supposer. S'il voulait des tentacules. Je pense que ton corps est parfait tel qu'il est. Et les tentacules, ça peut totalement attendre notre deuxième ou troisième rendez-vous, peut-être. Si on en arrive là, dit Byron. Rana se surprit à hocher la tête. Ce devait être une coutume humaine particulière, de ne pas sortir les tentacules lors d'un premier rendez-vous. Cela lui semblait parfaitement raisonnable. Bien sûr. On pourrait. Bessie meuglait à nouveau, encore plus fort. Laisse-moi juste nourrir la vache, et ensuite je suis tout à toi, dit-il. Oh, ça sonnait merveilleusement bien. Laisse-moi t'aider, ronronna Rana. Pendant que Rana nourrissait Bessie, Byron ne pouvait s'empêcher de la fixer du regard. Rana Palagénis. Il savait que ces margaritas avaient quelque peu embrumé son esprit, mais les pensées qui tournoyaient dans sa tête devenaient de plus en plus claires. Rana avait pensé à lui, toute la semaine. Elle avait fantasmé sur l'idée de faire l'amour avec lui. Mieux encore, ce n'était pas du sexe fou avec des tentacules extraterrestres. C'était la variété humain contre humain qu'il connaissait le mieux. Bien sûr, il y avait tellement de façons pour deux humains de faire l'amour, alors peut-être qu'il ne. Soudain, il ressentit un besoin brûlant de savoir exactement ce que ces fantasmes impliquaient, mais sa bouche était trop sèche pour former les mots, peu importe combien de fois il déglutissait. Rana tourna ses yeux scintillants vers lui, son sourire illuminant tout son visage. Non, l'univers entier. Bessie a fini de manger. On fait l'amour, alors? Non des étoiles, oui, jura-t-il. Rana ne savait pas comment ils étaient arrivés dans la maison, ni où son short avait disparu, mais quand ils tombèrent ensemble sur le lit, leurs lèvres toujours scellées, elle ne se souciait de rien d'autre que de Byron, et de la sensation brûlante et dure qu'il lui procurait contre elle. De ce qu'elle ressentirait quand il serait en elle. Il couvrit son corps de baisers, écartant ses cuisses de ses deux mains pour pouvoir l'embrasser là aussi, s'attardant suffisamment longtemps pour lui faire crier son nom de joie. C'est alors qu'il leva les yeux vers elle et sourit, avant de se laisser tomber sur le lit à côté d'elle. « As-tu déjà chevauché un cow-boy auparavant, ma sexy sylphide ?» demanda-t-il. Une chaleur envahit sa poitrine. Il s'en était souvenu. « Je n'ai jamais rencontré de cow-boy avant toi, avoua-t-elle. Comment dois-je? » Il l'aida à s'asseoir et à enfourcher ses hanches, la positionnant comme il fallait. Rana pouvait sentir sa chaleur sous elle, près pour elle, et elle ne put résister plus longtemps. Elle appuya, laissant échapper un doux gémissement alors qu'il la remplissait. Ses mains étaient brûlantes sur ses hanches, tandis qu'elle commençait à bouger. Non, c'était lui qui commençait à bouger, et elle bougeait avec lui.
Une lente montée et descente, comme chevaucher la brise, coulant ensemble, faisant partie d'un seul être, sentant son plaisir monter, son souffle s'accélérer parfaitement en harmonie avec Byron. Jusqu'à ce qu'elle aspire une bouffée d'air, vacillant au bord du précipice, avant de s'envoler avec lui, criant son nom, tandis qu'il rugissait le sien. Il lui fallut plusieurs minutes pour reprendre son souffle, alors que le plaisir vibrait encore en elle. Elle n'en aurait jamais assez de ça, de lui. Jamais. Que les étoiles se gardent leur rendez-vous. Je n'en veux pas. Je veux rester ici et faire l'amour avec toi tout le week-end, dit-elle, encore essoufflée. Tant que tu voudras de moi, je suis tout à toi, promit-il. Alors qu'il recommençait à lui donner du plaisir, ses pensées se tournèrent paresseusement vers la façon dont ils s'étaient réunis. Comment le pire cadeau d'anniversaire qui soit, la responsabilité du festival de Thanksgiving, les avait rapprochés, Byron et elle. L'univers fonctionnait de façon étrange, mais elle était sacrément reconnaissante pour Byron en ce moment. Surtout quand ses doigts étaient, et sa langue. Rana prit une profonde inspiration, avant de crier de joie. A été. Cowboys and Aliens. Une romance de science-fiction extraterrestre. Un récit dans l'univers de la colonie. Écrit par Demelza Carlton.